L'image qu'on a de la Grèce antique, c'est souvent celle des philosophes, des temples en marbre blanc, des grands débats politiques. Mais derrière cette façade prestigieuse, comment vivaient les gens, au jour le jour? De quoi était faite leur économie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et oui, ça peut surprendre, mais avant tout, l'objectif ultime pour un Grec, ce n'était pas forcément la démocratie ou la conquête. C'était l'autarchie, l'autosuffisance. Et comme on va le voir, cette idée va absolument tout façonner, de la plus petite ferme jusqu'au cœur de la cité. C'est vraiment la clé pour comprendre leur vision du monde. Alors, commençons par le commencement, la base de tout. Le premier cercle de l'économie grecque. Tout part de la terre. Il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité de la population était composée de paysans. Le concept central ici, c'est celui d'oikos. Attention, ce n'est pas juste une maison. C'est bien plus que ça. C'est une véritable cellule de production, presque une mini-entreprise autonome. On y cultive les céréales, on élève le bétail, on tisse ses propres vêtements. Le but est limpide, ne dépendre de personne. Et cet idéal, il était même chiffré. On estimait à l'époque qu'il fallait environ 4 hectares, soit 50 pluplètres dans leur unité de mesure, pour qu'une famille puisse vivre en totale autonomie. Et détail crucial, c'était aussi le seuil pour pouvoir se payer l'équipement d'un hoplite, le fameux citoyen soldat. Donc posséder sa terre, c'était bien plus qu'une question économique, c'était le fondement même de la citoyenneté. Mais attention, il ne faut pas imaginer un monde paysan uniforme. En réalité, deux modèles coexistaient. D'un côté, on a les petits fermiers, regroupés dans des villages, les comailles, où la solidarité et l'entraide sont vitales pour survivre, et de l'autre, on a les grands propriétaires terriens qui vivent sur d'immenses domaines isolés, gérés par des intendants. Deux mondes, deux réalités. Bon, cet idéal du paysan qui suffit à lui-même, c'est bien beau, mais la réalité, elle, est toujours un peu plus complexe, parce que personne ne peut absolument tout faire soi-même. Et c'est là qu'entrent en scène les artisans. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'élite intellectuelle de l'époque méprisait ces métiers. Pour des penseurs comme Xénophone ou Platon, l'artisanat, c'est un travail qui rend sédentaire, qui abîme le corps, et pire que tout, qui ne prépare pas à la guerre. Sans terre à défendre, l'artisan est vu comme un citoyen de seconde zone. Sauf que, quand on met de côté la philosophie et qu'on regarde les faits, par exemple les contes du chantier de l'Éristeion sur l'Acropole, on découvre une toute autre histoire. On y voit des citoyens, des étrangers et même des esclaves qui travaillent main dans la main. Et le plus incroyable dans tout ça, ils sont tous payés le même salaire, 1 drachme par jour. Une égalité salariale assez bluffante pour l'époque. L'artisan, lui, il évolue dans un lieu bien particulier, l'ergasterion. Il faut s'imaginer ça comme l'ancêtre de nos ateliers boutiques. C'est un espace tout en un. On fabrique au fond, on vend devant, et très souvent, la famille vit juste à l'étage. C'est le live and workspace avant l'heure. Et dans la plupart des cas, l'artisanat était une affaire de famille. Le savoir-faire, le matériel et même le carnet de clients, tout ça se transmettait de père en fils. On a l'exemple bien connu d'Athénogénèse, un parfumeur, dont le père et le grand-père faisaient déjà le même métier. Forcément, ça aide à démarrer dans la vie. Maintenant qu'on a vu le monde des agriculteurs et celui des artisans, allons là où tout ce petit monde se mélangeait, commerçait, discutait, bref, au cœur battant de la cité, l'agora. Au début, le marché sur l'agora, c'était un peu précaire, avec des étals montés et démontés chaque jour. Mais les cités ont vite compris l'intérêt d'offrir un cadre plus stable. Et pour ça, elles ont inventé une solution architecturale géniale, la stoa, le portique. Imaginez une longue galerie couverte avec des colonnes qui abritaient de véritables boutiques permanentes. Et alors l'ambiance là-dedans, il faut s'imaginer le bruit, les odeurs, l'agitation. Le dramaturge Aristophane nous en donne un aperçu incroyable. Ça crie, ça négocie, ça sent l'ail, l'oignon, les olives. C'est la vie de la cité qui bouillonne, tout simplement. Mais attention, il ne faut pas croire que c'était le chaos total. Pas du tout. Le marché avait son propre rythme, son propre calendrier. Certains produits n'arrivaient que certains jours. Par exemple, le vin du mois, c'était le marché aux bestiaux. Le tout dernier jour, c'était celui des fromages. Et on voyait régulièrement les charbonniers descendre de leurs montagnes pour vendre leurs précieux combustibles. Et puis, autre point important, les grandes cités comme Athènes n'avaient pas une seule et unique agora. Il y en avait plusieurs. On avait l'agora politique et sociale au centre de la ville, mais il y en avait une autre, purement commerciale et très animée, dans le port du Pirée. Et les deux étaient reliés stratégiquement par ce qu'on appelait les longs murs. Et on arrive maintenant à la dernière couche, sans doute la plus surprenante, de cette économie. On pourrait croire à un monde de laisser-faire, mais c'est tout le contraire. La cité était omniprésente et le marché était en fait très, très réglementé.
Et pour bien comprendre pourquoi c'était si important, il suffit de comparer. D'un côté, on a l'agora officielle, elle est protégée par la loi, surveillée par des magistrats. On y paye des taxes, mais en cas d'arnaque, on a des recours. De l'autre, on a un lieu comme le port des voleurs, au Pirée. Là-bas, pas de taxes, c'est vrai, mais zéro protection. C'est la loi du plus malin, à ses risques et périls. Pour faire régner l'ordre, la cité nommait donc toute une série de magistrats. Il y avait les agoranomes, en gros la police du marché. Ils veillaient à la qualité des produits et à l'ordre public. Ils étaient aidés des métronomes, les inspecteurs des poids et mesures, et même des mastigophores, littéralement des porteurs de fouets. Ça ne rigolait pas. Et ça, c'est sans doute le plus important. Pour garantir des échanges équitables, la cité fournissait elle-même les poids et mesures officiels. Ils étaient marqués d'émotion, ce qui veut dire propriété publique. C'était la garantie ultime que personne ne pouvait tricher. C'était la base de la confiance, essentielle à toute économie saine. On termine donc sur cette question, qui résume finalement toute la complexité de l'économie grecque. D'un côté, un idéal d'autosuffisance noble, rural, presque anti-commerce. Et de l'autre, la réalité d'une vie urbaine bouillonnante qui ne peut pas fonctionner sans échange. La cité a donc dû faire un choix pragmatique. Elle a compris que pour que la société tienne debout, même les philosophes avaient besoin d'un marché qui soit fiable, juste et bien organisé. Une belle leçon sur la nécessité du commerce et des règles communes.